Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Je suis ravi de vous retrouver pour une analyse assez particulière aujourd'hui. Oui, très particulière même. Bonjour. Je suis vraiment impatiente d'en parler parce que le sujet est, disons, aussi fascinant que redoutable. Ouais, c'est exactement ça. Aujourd'hui, notre mission, c'est vraiment de décrypter les mécanismes psychologiques super complexes qui se cachent derrière un profil très toxique. Les fameux prédateurs émotionnels. Voilà. Et pour faire ça, on s'appuie sur des documents de travail de très haute qualité. On a eu accès au script intégral d'une vidéo éducative qui s'appelle «Le pervers narcissique. Comprendre, détecter, survivre, se reconstruire». Une vidéo créée pour la chaîne Je tourne la page, il faut le préciser. C'est ça. Et on a aussi leur guide de scénarisation interne, le Harmonious Dialogue Scripting Guide. Et ça, c'est une vraie fenêtre ouverte sur la mécanique de l'emprise. D'ailleurs, la toute première chose qui m'a frappée en lisant ces notes de production, c'est le contraste magistral entre la forme et le fond. Ouais, c'est fou ça. À ce que le guide exige que ce texte soit lu par un duo, un homme et une femme, avec un ton extrêmement doux. Enveloppant presque. Exactement, presque thérapeutique. En fait, l'intention des créateurs, c'est de bâtir un espace de sécurité absolue pour ceux qui écoutent. Ce qui est super intelligent quand on y pense. Ah, c'est brillant, parce que le sujet lui-même est intrinsèquement terrifiant. On parle de destruction psychologique à petit feu, d'une emprise invisible, donc le format rassure face à une réalité qui donne littéralement froid dans le dos. Ouais, et c'est tout le paradoxe de cette dynamique en fait. Comment est-ce possible qu'un individu paraisse absolument parfait aux yeux du monde extérieur, Le partenaire idéal. le collègue en or, et puis, en privé, bam, la porte se ferme, et cette même personne devient froide, calculatrice, d'une cruauté stupéfiante. C'est le masque qui tombe. Bon, décortiquons tout ça. Déjà, il y a une idée reçue qu'il faut démonter tout de suite. Le fameux pervers narcissique, qu'on va appeler le PN pour faire plus court. Oui, ce sera plus simple. On pense souvent que le PN sévit uniquement dans les relations amoureuses. Alors que c'est faux. Totalement faux. Les sources montrent que ce profil s'adapte à au moins 4 terrains de chasse très distincts. Commençons par le plus connu, la sphère romantique. On a le cas d'Isabelle. Une histoire malheureusement très classique. Ouais. Isabelle, graphiste à Lyon, 34 ans. Elle rencontre Sébastien et c'est le conte de fées intégral. Le genre d'histoire qui rend les autres jaloux. Mais vraiment, il retient tout ce qu'elle dit, il anticipe ses envies, organise des week-ends surprises de dingue. Et puis, au bout de 6 mois, le climat change. De manière presque imperceptible au début. C'est ça, des petites remarques sur ses vêtements, sur la qualité de son travail, ou sur ses amis qui seraient, selon lui, mauvaises pour elle. Et quand elle essaie de s'en plaindre, Sébastien la regarde avec un calme glacial et lui dit qu'elle est juste trop susceptible. ah, ce mot, susceptible, c'est une arme redoutable. Pourquoi c'est si grave d'utiliser ce mot-là? Parce que c'est le début d'une inversion systématique de la culpabilité. En fait, le manipulateur teste les limites. Et face à la réaction légitime de l'autre, il pathologise cette réaction. C'est plus lui qui a été blessant, c'est elle qui est trop sensible. Exactement. Le problème devient la sensibilité de l'autre. C'est le premier verrou de la cage qui se ferme. Mais ce qui fait vraiment peur, c'est que ça s'arrête pas à la maison, ça franchit les portes du bureau. Oh oui, le monde de l'entreprise. On a ce cas fascinant de Benoît, un chef de projet parisien. Pour la direction, c'est un génie absolu. Charismatique, indispensable. Mais pour son équipe en dessous, c'est un cauchemar éveillé. Le monde professionnel est un écosystème parfait pour les PN. Ça récompense l'assurance et l'esprit de compétition. Benoît vole littéralement les idées de ses subordonnés. S'il y a un succès, c'est grâce à lui. Et s'il y a un échec, Il trouve un bouc émissaire et l'humilie publiquement en réunion. L'impact physique sur son équipe est réel. Marie, une junior de 26 ans, développe des insomnies, des maux d'estomac. Elle passe ses week-ends terrorisée à l'idée du lundi matin. et j'imagine que si la direction s'en mêle, il joue la victime. Exactement. Le héros tragique qui doit gérer une équipe incompétente. C'est un écran de fumée parfait. C'est redoutable. Ensuite, troisième terrain, auquel on pense beaucoup moins parce qu'on a la garde baissée, l'amitié. Très insidieux ça aussi. L'histoire de Karim et Alexis à Bordeaux. Karim a mis 3 ans pour capter que son meilleur ami le détruisait. À chaque réussite de Karim, Alexis ramenait la lumière sur lui, ou minimisait le truc. Mais le pire, c'est l'utilisation des confidences. Oui, l'utilisation stratégique des vulnérabilités. C'est typique. Un ami toxique va encourager les confidences intimes. Il va écouter attentivement une peur, un complexe. Et au lieu de garder le secret, Il le stocke comme une munition. Et quelques semaines plus tard, en plein dîner avec d'autres amis, il lâche une petite phrase cinglante qui appuie pile sur cette blessure. tout en gardant un grand sourire, Bien sûr.
Et si Karim s'énerve, il passe pour le rabat-joie qui n'a pas d'humour. C'est du sabotage social de haute précision. Ce qui nous amène au 4e visage. Et là, franchement, c'est le plus bouleversant à lire dans les sources. La famille. Oui, c'est le terrain le plus destructeur. On a le témoignage de Nathalie, 45 ans. Sa mère l'a dévalorisée constamment en privé, mais jouait la mère poule dévouée devant tout le monde. Pourquoi est-ce que ce cadre familial est le pire ? Parce que la manipulation intervient avant même que le système immunitaire psychologique de la personne ne soit formé. L'enfant n'a aucune défense. Aucune. Un adulte qui rencontre un manipulateur, il a déjà une personnalité. Il peut se rappeler qui il était avant. Mais un enfant intègre les critiques comme des vérités absolues. La voix de la mère devient la voix intérieure de Nathalie. Voilà. À l'âge adulte, la fondation même de son identité est fissurée. La certitude d'être nul semble venir de l'intérieur. Ça pose une question hyper importante. Qu'on soit en couple, au travail ou avec des amis, comment des gens intelligents peuvent tomber là-dedans sans fuir tout de suite ? Si on relie ça au contexte global de la psychologie et de la neurobiologie, on comprend que la victime n'a en fait aucune chance au départ. À cause du love bombing. Le bombardement d'amour, oui, et ce n'est pas de la passion, c'est une mission de reconnaissance. Le cas Émilie Quentin illustre ça super bien. Quentin débarque comme un ouragan. Des messages à 6 heures du matin pour lui dire qu'elle est la femme de sa vie. Il propose de partir vivre à l'étranger au bout de 2 semaines. Dans un film, on trouve ça romantique. Mais dans la vraie vie, que fait Quentin à ce moment précis ? Il est en train d'établir une cartographie émotionnelle précise d'Émilie. Il ne la regarde pas avec amour, il l'étudie. Il cherche ses failles. Exactement. Émilie a un besoin profond d'être admirée. Il sature ce besoin. Il lui donne tout ce dont elle manque pour créer un lien de dépendance fulgurant. Mais une fois que le lien est là, pourquoi la victime part pas quand ça devient toxique ? Les sources parlent carrément de chimie du cerveau. C'est le cœur du problème. Le prédateur va instinctivement alterner des phases chaudes et des phases glaciales. Le fameux chaud-froid. Oui, pendant la phase de love bombing, le cerveau est inondé d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et de dopamine, le circuit de la récompense. C'est un feu d'artifice neurologique. Le cerveau s'habitue à ce niveau de bonheur dingue. Tout à fait. Et soudain, sans aucune raison, le manipulateur devient froid, distant ou cruel. Les hormones s'effondrent brutalement. Ça crée un état de manque. Un manque physique insoutenable. Le cerveau panique et fait tout pour retrouver sa dose de dopamine. C'est le principe de la machine à sous, le renforcement intermittent. On gagne un peu, on perd beaucoup, on devient accro à l'espoir de gagner. C'est une vraie addiction. Oui, aux substances psychoactives générées par son propre corps. Dire à une victime de juste le quitter, c'est comme dire à un toxicomane en manque d'arrêter d'un coup. Le libre arbitre est chimiquement compromis. Mais d'où ça vient chez le PN, ce besoin de détruire l'autre ? Les sources expliquent que derrière cette façade de toute puissance, il y a un vide abyssal. Souvent issu d'une enfance extrême. Soit c'était l'enfant trophée, aimé juste pour ses performances, soit il a subi une négligence affective totale. Donc il se coupe de son empathie pour survivre. Et il construit un faux soi, une armure de perfection. N'ayant aucune ressource interne, il pratique le vampirisme émotionnel. Il siphonne la joie et l'énergie des autres pour avoir l'impression d'exister. Mais attention, les documents insistent là-dessus. Oui, je suis très ferme sur ce point. Comprendre n'est pas excuser. Le fait d'avoir eu une enfance tragique ne donne aucun droit de détruire des vies. La compassion pour l'enfant blessé d'hier ne justifie jamais la violence de l'adulte d'aujourd'hui. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, sachant tout ça, comment on repère ces prédateurs avant que le piège se referme ? Il y a des signes d'alerte indéniables. Prenons le gaslighting, l'histoire de Sophie, une brillante avocate qui en vient à prendre ses propres textos en photo pour se prouver qu'elle n'invente pas des conversations. Comment on en arrive là ? C'est le détournement cognitif. Le manipulateur nie des faits évidents avec un tel aplomb que la réalité de la victime vacille. Il va dire « je n'ai jamais dit ça », tu deviens folle. Et à force de l'entendre, on doute de sa mémoire. La répétition brise la boussole interne, oui. Un autre signal terrible, c'est le manque d'empathie. Thomas vient de perdre son père. Il pleure sur le canapé. Sa femme le regarde, soupire et lui demande s'il va enfin s'occuper des réservations pour les vacances. C'est glaçant. C'est le moment où le masque glisse. En public, le PN imite l'empathie. C'est de l'empathie cognitive. Il sait comment faire semblant à un enterrement. Mais en privé, Pas d'empathie affective. La tristesse de l'autre l'agace parce que ça détourne l'attention de sa propre personne. il a aussi le contrôle déguisé. Lucas, qui vérifie le téléphone de sa compagne tous les soirs en disant que leur amour est trop précieux pour avoir des secrets.
De la paranoïa repeinte aux couleurs du romantisme. C'est bien dit. Et puis, le negging, la fameuse insulte cachée dans un compliment. Du style « c'est génial que tu oses porter cette robe, il faut vraiment avoir confiance en soi avec ta silhouette ». C'est subtil parce que ça contourne les défenses. Ça commence par du positif, l'esprit l'accepte et le venin se diffuse. Et si on s'offusque, on est juste incapable d'accepter un compliment. Exactement. Toujours l'inversion de la faute. Ça m'amène à une distinction cruciale. On entend souvent pervers narcissique et sociopathe utilisés comme des synonymes. Mais c'est une grosse erreur, non? Ce qui est fascinant ici, c'est que faire la différence n'est pas qu'une question de vocabulaire, c'est une question de survie stratégique. Leurs moteurs sont diamétralement opposés. Oui, le pervers narcissique a un besoin vital, désespéré de sa victime. L'exemple de Frédéric, qui rabaisse sa femme tous les jours, le jour où elle fait ses valises, il s'effondre. Il pleure, il supplie. Il panique. La perspective de perdre son réservoir d'énergie le terrifie. Alors que le sociopathe, c'est pas du tout ça. Damien, quand sa partenaire part, il verse pas une larme, il cherche pas à la retenir. Parce que pour un sociopathe, la relation est une pure transaction, un contrat utilitaire. Donc, si le contrat est rompu, Aucune douleur. Il se contente de recalculer froidement son prochain mouvement sur l'échiquier psychologique, souvent en passant à une autre cible déjà identifiée. c'est hyper important de savoir ça quand on prépare sa fuite. Justement, comment on fait pour se détacher d'un PN? Les sources parlent de la technique de la pierre grise. Une méthode contre-intuitive mais redoutable. En quoi ça consiste? Comment on affame quelqu'un qui se nourrit de vos émotions? En le privant de cette nourriture. Devenir une pierre grise, c'est devenir émotionnellement ennuyeux, plat, neutre. On montre plus de tristesse, ni de colère. On ne se justifie plus, des réponses courtes, une voix monotone. Face à ce vide, le prédateur finit par s'ennuyer et par chercher son carburant ailleurs. C'est brillant. Ensuite, il y a la préparation au départ, l'opération d'exfiltration. Il faut tout documenter, archiver les dates, les phrases, les contradictions, Pour se construire un bouclier de faits pour les moments de doute. et préparer le départ dans le secret total. Aurélie a répété chaque scénario avec sa thérapeute pour anticiper la rage narcissique. L'explosion de fureur quand le PN perd le contrôle. Et après, contact zéro. Mais il y a un point juridique soulevé par l'avocate Muriel Cadiou dans le texte. Elle dit qu'il faut fuir à tout prix la médiation juridique. Pourquoi? Parce que la médiation suppose deux adultes de bonne foi cherchant un compromis. Face à un manipulateur, c'est un piège béant. Il va utiliser ce temps pour charmer le médiateur. Il inverse les rôles? Il épuise l'autre financièrement et collecte des infos. Non, la seule issue, c'est la procédure contentieuse classique. Un juge, un cadre légal froid et imperméable aux manipulations. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour l'après? Une fois qu'on est sorti, on peut vraiment se reconstruire? Totalement. C'est le message des sourceurs. Mais la première étape, c'est de se débarrasser de la culpabilité. Le thérapeute de Karim a mis des dizaines de séances pour lui faire comprendre que ce n'était pas de sa faute. L'emprise dissout les contours de la personnalité. La guérison, c'est une redécouverte archéologique de soi. Comme Nathalie qui rachète des toiles et se remet à peindre, un truc que sa mère et son ex avaient rabaissé. Et puis, renouer des liens. Isabelle a retrouvé son amie Lucie après des années d'isolement toxique. Lucie l'attendait à bras ouverts. C'est pour ça que comprendre ces mécanismes, le love bombing, le gaslighting, c'est vital. C'est pas juste de la psycho de comptoir, c'est se doter d'un radar interne. Pour bloquer l'emprise avant qu'elle nous prenne racine. Exactement. Et d'ailleurs, le texte se termine sur une révélation incroyable concernant le choix des cibles. On croit souvent que le prédateur choisit quelqu'un de faible. C'est tout l'inverse. Les cliniciens affirment que le PN cible la lumière, La lumière choix. la générosité, l'intelligence émotionnelle, la loyauté, la profonde empathie. La capacité à se remettre en question n'est pas une faille. C'est la force vitale même que l'individu vide cherche à voler. Réaliser ça, ça redonne une dignité immense aux victimes. Les qualités qui ont attiré le danger sont celles qui font leur beauté. Absolument. Et cela soulève une question importante, un peu vertigineuse pour conclure. Je t'écoute. Si on sait que ces manipulateurs sont magnétiquement attirés par les gens dotés d'une grande empathie et capables de remise en question. Oui. Que penser de notre société actuelle? On nous pousse constamment à montrer notre vulnérabilité, à ouvrir notre cœur, à être toujours plus empathique. C'est bien en apparence. Bien sûr. Mais en poussant une génération entière à baisser ses défenses au nom de l'ouverture émotionnelle, ne risque-t-on pas de créer un vivier géant de proies idéales pour des prédateurs qui ne respectent pas les règles? C'est une excellente question. De quoi faire réfléchir tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui?
Merci beaucoup pour cette analyse pointue. Merci, c'était un vrai plaisir de décortiquer tout ça. À très vite pour une nouvelle plongée au cœur de ces sujets fascinants. Prenez soin de vous et gardez l'œil ouvert.